Bonjour à tous. Je vais essayer de faire écho aux propos de Valérie il y a quelques instants et vous montrer que l'eau, l'adaptation ont leur place également dans l'économie positive et que l'action en faveur de l'eau, en faveur de l'adaptation au changement climatique, c'est pas pour demain, ça commence aujourd'hui. Et donc mon nom est Daniel Zimmer, je travaille dans une institution européenne qui s'appelle la KIC Climat. C'est une institution qui est récente, qui a été créée il y a 4 ans par la Commission européenne et où le terme KIC, qui peut paraître un peu barbare, signifie en anglais Knowledge and Innovation Community. En gros, l'objectif d'une KIC, c'est de mettre ensemble des industriels, des universitaires, des chercheurs, des ONG, des villes, et de créer un écosystème propice au développement d'innovation, propice à prendre en charge les problèmes de l'avenir. Bien sûr, alors il y a plusieurs KIC, je ne vais pas toutes les mentionner. La nôtre travaille sur le climat et a donc comme objectif de produire de l'innovation, de former les innovateurs de demain, de créer également des entreprises, des start-up qui vont innover pour le climat. Nous travaillons justement avec ces trois piliers, des programmes d'innovation, un accélérateur de start-up qui renforce également des PME, et puis un programme d'éducation à l'innovation. Nous sommes 240 partenaires dans toute l'Europe, dans 13 pays européens. Ces partenaires, vous le voyez sur ce graphique, sont pour partie donc 15 et 9% des institutions académiques, mais nous avons aussi autorités locales, ONG, et puis des partenaires industriels. Donc la KIC a démarré il y a 4 ans et aujourd'hui, nous avons déjà un accélérateur de start-up où plus de 100 start-up sont représentées. Je gère un programme de 60 projets d'innovation et nous formons des centaines d'étudiants chaque année qui viennent des différents partenaires, des universités et écoles partenaires de la KIC Climat. Nous travaillons dans 8 domaines majeurs que nous avons identifiés avec nos partenaires. Je ne vais pas les nommer tous. Je vais dire simplement que l'eau est présente dans plus de la moitié au moins des thématiques sur lesquelles nous travaillons et que nous travaillons sur les villes, sur l'économie circulaire, sur le bâtiment, sur la bioéconomie. Nous avons également 2 activités plus spécialement liées à l'adaptation qui sont l'une spécifiquement sur l'eau et les territoires, et puis une autre qu'on a intitulée Adaptation Services, services pour l'adaptation, où on développe des outils spécifiquement dédiés à l'adaptation. Dans ce domaine de l'adaptation, nous cherchons particulièrement à accélérer le mouvement, parce que ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que même si on parle beaucoup, même si les politiques annoncent beaucoup de plans, d'objectifs, eh bien l'action sur le terrain n'est pas encore là, n'est pas suffisante en tout cas, et on s'aperçoit que dans de nombreux cas de figure, les politiques sont confrontées à de nombreux problèmes. Le climat, l'adaptation, c'est un de ces problèmes. Et puis, qui plus est, comme ça l'a été démontré dans la présentation précédente, eh bien, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'endroits où le climat et l'eau sont impactés. Est-ce qu'il va pleuvoir davantage? Est-ce qu'il va pleuvoir plus sec? Est-ce que c'est en été? Est-ce que c'est en hiver qu'il faut s'attendre aux impacts les plus importants? Toutes ces incertitudes font que, dès aujourd'hui, enfin, même si la volonté semble là, la capacité d'agir n'est pas encore suffisante. Et donc, notre objectif, et je vais l'illustrer par deux projets.
est d'accélérer le mouvement et de montrer que eh bien, on peut dès aujourd'hui donner des éléments pour agir. Alors, les deux programmes dont je vais vous parler illustrent deux approches de l'eau d'une certaine manière. D'un côté, l'eau est un formidable outil pour l'adaptation. Anne Lestrade a parlé tout à l'heure du fait que l'eau permettait de bioclimatiser la ville, c'est-à-dire de la rafraîchir quand il fait trop chaud ou éventuellement de la réchauffer quand il fait trop froid. Eh bien, l'eau a donc un certain nombre de bienfaits et permet d'augmenter la résilience, notamment dans les villes. Et puis de l'autre côté, la face cachée ou la face sombre de l'eau, c'est tous les événements extrêmes, l'intensification du nombre de catastrophes liées à la météorologie, qui est très bien documentée depuis déjà 30 ans par les compagnies d'assurance ou plus spécifiquement de réassurance, ces compagnies qui assurent les compagnies d'assurance. Eh bien, cette augmentation des catastrophes liées à la météorologie et à l'eau est également donc un autre thème sur lequel je vais vous présenter des programmes que nous mettons en place. Alors première partie, en ville, l'eau et la végétation sont souvent gérées par des directions différentes et il nous a semblé qu'il était temps d'essayer d'améliorer les connexions, de développer des synergies plus grandes entre l'eau et l'adaptation. Si l'eau permet de rafraîchir en été, c'est en grande partie pour la végétation, mais il nous semble qu'en augmentant les synergies entre eau et végétation, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, des toits terrasses avec de la végétation permettent de stocker de l'eau, de réduire les risques d'inondation, permettent en retour en été de diminuer la température dans la ville. Voilà un exemple d'interaction. On peut aussi travailler sur les eaux usées, créer des schémas qui recyclent ou qui, en tout cas, réutilisent localement de l'eau usée pour faire des parcs. Ça se fait beaucoup, par exemple, en Allemagne, dans certaines villes, comme à Berlin. Et on peut donc largement renforcer ces synergies. Alors, ce que nous faisons dans ce programme, c'est d'identifier l'ensemble des actions qui sont en train de se mettre en place, d'être testées en Europe. Et là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et nous essayons de les évaluer et de vérifier comment elles contribuent à une plus grande résilience des villes. En ce moment, donc, à partir de cette grande base de données, des retours d'informations que nous avons sur ces approches-là, nous créons un outil qui va permettre aux villes d'aller chercher les expériences qui leur paraissent intéressantes, de découvrir les retours d'expérience sur ces différentes pratiques, de fournir aux villes qui veulent les mettre en place des outils permettant de dimensionner, de concevoir ces outils. Et enfin, nous cherchons à mettre en place un réseau européen de démonstrateurs qui vont permettre à ceux qui sont réellement encore plus intéressés d'aller sur place, de se rendre compte, de discuter et d'obtenir des informations et des informations précieuses sur ces techniques-là. Donc ça, c'est vraiment l'eau dans son rôle positif vis-à-vis de l'adaptation. Deuxième programme que nous développons actuellement, c'est cette fois autour du climat et des événements climatiques extrêmes. En fait, une des difficultés auxquelles on fait face dans ce domaine-là, c'est qu'on part du climat, comme on l'a vu tout à l'heure, et on essaye de déterminer quels vont être les impacts sur différents types de catastrophes naturelles. On a essayé, dans un premier temps, de faire ce qui se fait beaucoup en Europe aujourd'hui, de travailler sur les services climatiques, et de travailler avec le monde de l'agriculture, de travailler avec les producteurs d'énergie. On s'est rendu compte que le lien direct entre ces informations sur le climat et la manière dont les différents secteurs
vont l'utiliser pour augmenter leur résilience, eh bien ça ne marchait pas très bien. Alors on s'est tourné plutôt vers l'assurance, parce que, et en particulier la réassurance, qui est extrêmement consciente aujourd'hui de l'importance des risques liés au changement climatique. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de catastrophes possibles, on est en train de développer une sorte de plateforme qui est pour le monde de l'assurance et qui peut permettre de calculer l'exposition au risque d'une compagnie d'assurance, risque d'inondation, risque de tempête, mais nous intégrons également d'autres choses. Il n'y a pas que l'eau, il y a aussi les feux de forêt par exemple. Et ce cœur qui est représenté ici sur le graphique, en fait sert de plateforme dans lequel tous les outils et toutes les connaissances nouvelles sur le climat peuvent venir se greffer de manière standard. Alors on fait ce qu'on appelle de l'interopérabilité, c'est-à-dire que ayant cet outil au cœur qui sert au monde de l'assurance, on donne à tous les gens qui travaillent sur les catastrophes naturelles la possibilité de fournir leurs informations au monde de l'assurance. Alors, en ce faisant, on essaie également d'augmenter la transparence sur l'origine des données. Un des gros problèmes aujourd'hui des compagnies d'assurance qui se fournissent auprès des compagnies de réassurance, c'est qu'elles ont accès à des données, à des informations, mais elles ne savent pas du tout l'origine, la fiabilité de ces données. Et donc notre objectif, c'est de créer donc une plateforme qui est open source aussi, qui permet d'augmenter la transparence et d'augmenter la confiance que des compagnies d'assurance peuvent avoir envers ces outils. Alors, nous partons de l'assurance, mais nous ne perdons pas de vue que nous souhaitons aller vers l'adaptation et nous imaginons que cet outil, progressivement, dès qu'on aura assez de catastrophes naturelles ou en tout cas d'événements extrêmes connectés sur la plateforme, eh bien on pourra par exemple aller voir une ville, un pays et leur dire quelle est aujourd'hui votre exposition au risque, quels sont le nombre d'habitants qui peuvent être affectés, le nombre de bâtiments et in fine, quel est le montant des risques en euros sonnants et trébuchants auxquels vous êtes exposés. Ça, c'est pour l'avenir. En fait, ces deux approches que je viens de vous montrer sont deux approches qui sont... ne regardez pas trop le détail du graphique, c'est un peu compliqué, mais ce qui m'intéresse, c'est que ces deux approches sont très complémentaires. D'un côté, c'est l'aspect positif de l'eau dans la résilience, et de l'autre côté, c'est le coût des risques auxquels on s'attend pour les années à venir. Et finalement, quand on y réfléchit bien, le coût de ces différents risques, c'est aussi le coût de l'inaction. Si je ne fais rien, eh bien, qu'est-ce qui risque de m'arriver et combien ça va me coûter? Et puis de l'autre côté, eh bien, j'agis avec l'eau, avec les moyens dont je dispose. Et ce qui va m'intéresser, c'est de savoir de combien est-ce que je vais augmenter la résilience de ma ville, de mes bâtiments ou autres infrastructures. Et donc, ce que nous cherchons à faire, c'est d'un côté donc de déterminer quel est le coût de l'inaction, combien ça va coûter en termes quel est le risque auquel je m'expose si je n'agis pas, et de l'autre côté, quel est le rapport coût-efficacité des mesures qui me permettent d'augmenter la résilience. Et la comparaison des deux, il nous semble, devrait permettre d'augmenter notre capacité et la capacité des décideurs à agir. Si effectivement il coûte moins cher d'agir que de ne pas agir, eh bien il vaut mieux agir. Si par contre il vaut mieux le coût de l'inaction est moins important, ce qui veut dire que les risques sont pas si importants qu'on ne le pensait, eh bien dans ce cas-là il vaut mieux plutôt développer des mécanismes d'assurance. Il nous semble que par rapport aux décideurs, et je reviens à ce que je disais tout au début, la difficulté qu'on a de véritablement enclencher un mouvement vers l'adaptation est liée aussi à ce manque d'un cadre d'action pour les décideurs qui doivent permettre de réellement non seulement
avoir des idées approximatives sur ce qui risque d'arriver à leur ville ou à leurs infrastructures, mais réellement d'avoir un cadre dans lequel ils peuvent raisonner et avoir des priorités pour leur action. Alors je terminerai en disant que le changement, c'est pas demain, et sans vouloir paraphraser qui que ce soit, mais le changement, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que le changement climatique est déjà en train d'affecter nos économies et nos sociétés. Un des gros problèmes auxquels on fait face, c'est que trop souvent, le climat est vu comme quelque chose, un scénario qui va arriver dans les décennies qui viennent, d'ici 2050. Non. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut déjà mesurer l'importance du changement climatique dans différents domaines. On voit plus d'événements extrêmes. Les récoltes des produits agricoles en France en particulier ont toutes été avancées de 2 à 3 semaines depuis dans les 30 dernières années. On ne peut pas imaginer que dans les différents domaines de l'économie, on ne puisse pas mesurer dès aujourd'hui un certain nombre d'impacts qui se produisent en cascade, depuis l'eau, l'agriculture, l'économie, la société. Et c'est aussi la recherche qui doit aujourd'hui nous donner davantage d'éléments pour nous faire mieux comprendre comment, en cascade, l'eau, la météorologie, finalement, a des répercussions progressives sur notre économie et sur nos sociétés, et nous rendre aussi plus conscients qu'il faut agir dès aujourd'hui. Je vous remercie.